c'est ce que va nous présenter le Meller ce soir, c'est qu'il y a des choses à voir dans Saint-Michel qui nous parlent de cette époque, mais je n'en dis pas plus, puisque c'est François qui est chargé d'introduire la conférence que vous allez entendre aujourd'hui de Stéphane Meller. J'en ai depuis déjà quelques années. Alors je vais vous raconter comment, il y a 3 ans, presque 4 maintenant, j'ai rencontré un peu par hasard Stéphane. Bon, sachez-le, le néolithique n'a jamais été vraiment ma tasse de thé. Et j'ai coutume de dire dans mes conférences qu'on ne sait rien et que ça autorise beaucoup à écrire n'importe quoi. Mais on ne peut pas ne pas se poser la question. Et je répète, comme d'autres, Henri Decan, mon modèle, mon mentor, que ce rocher fascine les hommes depuis la nuit des temps. Mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et puis, il y a 3 ans, je reçois de l'Office du tourisme du Mont qui me transfère toutes les demandes saugrenues. Voilà, j'ai plein de demandes qui m'arrivent, alors parfois formidables, d'autres fois moins intéressantes. Mais je reçois un message d'un Allemand qui demande s'il y a une bibliographie sur les cupules préhistoriques du Grand Degré. Et là, j'avoue que le message m'a intrigué. Parce que je connaissais l'existence de ces cupules. Elles sont là, sous mes yeux, et depuis 30 ans, je les regarde, en me demandant ce que ça peut bien vouloir dire. Et puis, ben, en rencontrant Stéphane, qui accessoirement a demandé à camper dans mon jardin, j'ai eu un petit peu de mal au début. Je l'avoue que ça bousculait un peu mes certitudes, et puis je trouve que c'est important de bousculer ces certitudes. Je crois aujourd'hui que ce que Stéphane va vous présenter est extrêmement important. C'est la première fois qu'on a une véritable approche scientifique. Stéphane est allemand, c'est un scientifique, mais une approche qui ouvre des perspectives absolument extraordinaires sur le passé du monde. Voilà, tous, nous aimons, tous, nous sommes fascinés par ce rocher, mais vous aurez ce soir, si vous vous accrochez, hein, ça ne va pas être simple, ça ne va pas être facile, vous aurez une raison supplémentaire d'estimer que ce lieu est fait pour nous élever vers le ciel. Voilà, alors je cède la parole à Stéphane, il est docteur en archéologie, mais il ne s'intéresse pas qu'à la fouille, il s'intéresse à plein d'autres choses. Il a été conservateur au musée de Leeds, le musée de l'armée britannique. Il est passionné accessoirement par le Japon. Donc c'est vraiment, vous allez voir, l'approche qu'il va, enfin, son approche aujourd'hui au croisement de plein de sujets, de plein de champs de connaissances divines. Voilà, Stéphane, je te cède enfin le micro et nous t'écoutons. Merci beaucoup François pour cette introduction très gentille. Et je dois mettre du commencement, je veux remercier la ville, la Branche, le Centre national des monuments, le Centre des monuments nationaux, et certainement M. Saint-Jean. Et je suis un petit peu nerveux parce que c'est ma première présentation que j'essaie de faire en français, mais en toute probabilité aussi ma dernière dans le cadre d'un millénaire du Mont Saint-Michel. Comme ça, je donnerai mon mieux. Et vous voyez déjà que je n'ai pas osé proposer un titre avec le titre d'une révélation. Vous jugez après vous-même si ce que je vous introduis ce soir, si ça vous aide pour votre compréhension de Mont Saint-Michel, ou si ça augmente vos connaissances ou pas. Premièrement, j'aimerais vous lire un passage de la vraie révélation, la révélation de l'église de l'Archange Michel sur le mont dit Tombeau, pour se situer dans le paysage néolithique
qui était complètement différent de ce que nous voyons aujourd'hui. Et dans la relation qui date du 9e siècle, de commencement environ du 9e, il est écrit au tout début, cet endroit qui, comme nous avons pu l'apprendre de narrateurs véridiques, était entouré d'une forêt très sombre, se trouvait éloigné de 6000 estime-t-on des flots de l'océan et abritait des repères convenant parfaitement aux bêtes sauvages. Mais parce que ce lieu était destiné par la volonté de Dieu au prodige à venir et à la vénération de son saint archange, la mer qui se trouvait au loin se mit à monter insensiblement et dévasta par sa puissance la forêt dans toute sa profondeur, donnant au paysage tout entier l'aspect d'une grève. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas seulement au Mont Saint-Michel, mais partout en Normandie et en Bretagne, et on trouve ce fait de la montée des océans aussi en Australie, de sorte qu'il faut vraiment prendre plus au sérieux les légendes sur les villes englouties en Bretagne. La ville 10, il y a une autre ville dans la légende, dans la baie près de Saint-Malo, il y a même une autre près de Quimper, et ça reflète une situation géographique complètement différente de la présente. Et ça veut dire les gens au néolithique, leur habitat était, aujourd'hui, ils sont submergés sous l'eau. Et comme ça, ce que reste, ce sont surtout les mégalithes, les hauts lieux de leur vision de monde, on pourrait dire, de leur religion aussi. Et on voit ici l'aspect du monde probablement avant la construction de la première chapelle Notre-Dame-sous-Terre dans le Xe siècle ici. Et on voit l'église abbatiale qui était aussi, oui, encore sur le rocher, et on n'a pas eu l'aspect de la ville d'aujourd'hui. Pour commencer avec des vestiges préhistoriques, j'aimerais bien vous montrer quelques creux sur cette pierre-là. Ils sont très difficiles à voir pendant la journée, et la raison pour laquelle je les ai reconnus, c'est j'ai étudié l'archéologie des mines, et en néolithique, on a creusé des mines avec des outils de pierre qui étaient rondes, et comme ça, les restes de travail avec cet outil sont arrondis aussi. Et ce que c'est très important à cet endroit-là, à l'est de la baie, on a une veine de quartz évident. Et pour mieux montrer ça, je suis retourné dans la nuit, et avec de la lumière rasante, on voit ces creux là-bas. Et peut-être que c'était un escalier avant la construction de la baie médiévale. Pas vraiment datable, mais on a des choses pareilles dans le tumulus de la Hopi à Jersey, qui date environ entre 4000 et 3300 avant Jésus-Christ. Mais c'est seulement un petit indicateur. Nous continuons encore au pied du mont, et vous connaissez probablement tous la chapelle de Saint-Aubert, et au pied de la chapelle, il y a ce rocher-là, sur lequel, comme au rocher du Grand Degré, on a plusieurs cupules anthropiques qu'on a visitées ensemble aujourd'hui. Et il y a aussi ce rocher-là avec des choses qui pourraient être des cupules anthropiques, mais ce n'est pas sûr. Et voilà, vous voyez mes pieds à la recherche du pied de Petit Bain. Et
c'est un indicateur qui m'a été enseigné par M. Saint-Jean et qui a généreusement partagé ses connaissances sur cette source encore inédite. Et je suis très très reconnaissant pour ça. Et parce que c'est plus facile pour moi de lire, je vais vous lire ça aussi. Ce qui est écrit là-bas par le chanoine Pigeon, qui a dessiné cette empreinte de pied le 16 août 1858. Et il a écrit le comment suivant. C'est le mien encore. N'est-il pas fort remarquable qu'au début du 8e siècle, les enfants en bas âge pouvaient encore laisser des empreintes de pied de 21,1 cm de longueur? Cet état de fait est à relativiser si l'on considère que l'empreinte digitale du fondateur de l'abbaye, Saint-Aubert, pourrait avoir eu un diamètre d'environ 11 cm. Mais chaque chose en son temps. Dans la Révélation, on lit sur la légende de la fondation du monde, mais en son milieu, au milieu du sommet du mont Saint-Michel, avant qu'il y ait eu une chapelle, une église, mais en son milieu se dressaient deux rochers que les nombreux ouvriers étaient incapables de déplacer, ni même de faire bouger de leur emplacement. Et la légende continue que c'était grâce à un homme nommé Bain, avec ses 12 enfants, que ces deux pierres levées, stèles, pourraient être enlevées. Et dans la version avec le petit Bain, on lit dans le carnet la façon de la légende de Monseigneur Boudon, vicaire général d'Évreux en 1667, diffère de la version, disons, sans bébé, dans la révélation de l'église de l'archange Michel du 9e siècle. Et M. Boudon dit « C'est une chose admirable qu'un rocher, empêchant qu'on ne pût bâtir facilement la chapelle de l'église, l'archange voulut que l'on apportât un enfant encore au berceau, qui, ayant touché de son pied le dit rocher, en même temps il tomba et laissa la place qui était nécessaire pour la susdite chapelle. Puis il s'écria à la vue de ce miracle, « Oh, que bienheureux sont les chastes et innocents, les purs et nets de cœur, puisqu'ils sont si chéris de Dieu et de ses anges. » Monsieur Pigeon continue, Monseigneur Joly, archevêque de Sens, dans son voyage au Mont Saint-Michel il y a quelques années, a visité en pèlerin de la foi 7 empreintes d'un enfant et à genoux devant elle, accompagné de son grand vicaire et l'aumônier du mont, qui m'a raconté le fait. Il a récité fort dévotement en honneur de Saint-Michel un Paternoster et un Ave Maria. D'une façon plus sobre archéologique, on a des empreintes de pieds sur plusieurs sites en Bretagne, et je dois ajouter que le pied du Petit Bain est aujourd'hui submergé, probablement sous 2 mètres environ du sable, de sorte qu'on ne peut plus les voir. Mais les cupules sont encore visibles, et ici nous nous trouvons aux roches Frioles à Saint-Pierre-Quiberon, et ces empreintes-là, ils sont datés dans l'archéologie entre le Mésolithique tardif, ça veut dire entre 7000 ans et 5000 ans avant Jésus-Christ, ou néolithique, ça veut dire entre 5000 ans et 2000 ans avant Jésus-Christ. On peut même voir les orteils là-bas. Et comme au Mont, on a aussi une combinaison des cupules et des empreintes de pied. Et comme ça, cette empreinte de pied au pied du Mont Saint-Michel pourrait bien dater plus que 7000 ans avant, plus que 5000 ans, peut-être plus que 7000 ans avant
notre air. C'est un autre indicateur avant de progresser au rocher du Grand Degré. Comme j'ai vu les documentations, les documentaires sur Arte, sur le mont Saint-Michel,